La matinale RCF, le grand invité. Savons-nous vraiment de quoi nous parlons quand il s'agit de santé mentale ? Comment accompagner au mieux les personnes qui souffrent de troubles psychiques ? Autant de questions qui sont au cœur de la semaine d'information sur la santé mentale, mais aussi de cette journée, le 10 octobre, journée mondiale sur la santé mentale. Bonjour Sandrine Broutin. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de l'œuvre Falleret, une association qui accompagne des personnes qui souffrent de troubles psychiques et des personnes qui ont des difficultés psychosociales. Tout d'abord, vu de l'œuvre Falleret, comment vont les Français sur le plan de la santé mentale ? Une grande question. Les Français ne vont pas très bien du point de vue de la santé mentale. On entend beaucoup parler aujourd'hui un petit peu partout, que ce soit dans la sphère privée, dans la sphère professionnelle, des questions de santé mentale. Alors c'est une bonne nouvelle d'entendre parler de santé mentale et on s'en réjouit parce que c'est vraiment la chose la plus importante, c'est de pouvoir réellement en parler. On a vu la santé mentale des Français se dégrader à l'occasion de la crise sanitaire. Les périodes successives de confinement ont fait émerger dans le débat public ces sujets, notamment la santé mentale des jeunes, ces jeunes ont payé un lourd tribut du point de vue de la santé pendant ces périodes-là. Certains ont pris conscience que ça pouvait justement les toucher du point de vue de la santé mentale, ils n'étaient pas forcément concernés avant cela. Tout à fait. Alors je crois vraiment que si on peut en tirer un enseignement, c'est que il me semble que pendant cette période, les Français ont pris conscience qu'ils avaient une santé mentale, qu'elle était fragile et qu'à tout moment, il suffisait de quelques semaines finalement de confinement pour que celle-ci vacille momentanément, voire durablement. Vous le disiez, c'est important de sensibiliser, c'est un petit peu la mission de cette semaine d'information sur la santé mentale et de cette journée aujourd'hui, qui est une journée mondiale dédiée à la santé mentale. Pourquoi est-ce si important de parler de santé mentale et de sensibiliser sur le sujet ? Alors c'est très important parce que très longtemps, la santé mentale a été un sujet tabou, voire un non-sujet, c'est-à-dire que c'est un impensé, on ne parlait pas de santé mentale. Et donc effectivement, cette journée mondiale et les semaines d'information en santé mentale ont cette vertu de prendre un temps dans l'année où on rappelle à chacun que la santé mentale c'est important et qu'il faut en prendre soin. Et malheureusement, parce que les personnes qui sont touchées par un trouble de santé mentale ou un trouble psychique sont encore très largement stigmatisées. Elles sont vraiment victimes de préjugés, d'idées reçues. Il y a tout un tas de représentations le plus souvent négatives de la santé mentale. Et ceci provoque de la discrimination, tout simplement, retarde l'accès au diagnostic, l'accès aux soins, génère de l'autostigmatisation et fait que les personnes s'isolent, se retranchent et perdent toute vie sociale. On ne les prend pas toujours au sérieux ? Alors non seulement on ne les prend pas toujours au sérieux, mais souvent elles font peur, on les imagine et elles sont victimes très souvent du traitement journalistique qui est fait, des faits divers qui sont souvent relayés sur le registre un peu du sensationnel, alors qu'on sait que non seulement la très grande majorité des personnes qui souffrent de pathologies psychiatriques même sévères ne sont pas dangereuses ni violentes, mais elles sont même plus particulièrement souvent victimes elles-mêmes d'agressions. C'est un sujet quand même qui commence à émerger sur les réseaux sociaux, dans certains films, on en parle de plus en plus. C'est encore balbutiant. Non, alors on en parle de plus en plus et alors je suis d'autant plus à l'aise de vous en parler que nous sortons de 3 jours de festival pop et psy où nous avons, sur une initiative donc, du docteur Jean-Victor Blanc qui s'est saisi de la culture pop pour déstigmatiser et faire changer le regard sur les troubles psychiques et donc à travers les icônes de la pop culture, que ce soit dans la musique, le cinéma, les séries. Et c'est vrai que de plus en plus, aux heures de grandes écoutes, sur des chaînes de grand public, on a des séries qui traitent avec des personnages emblématiques qui souffrent de troubles psychiques. Donc ça permet effectivement de vulgariser un petit peu le propos et puis surtout une identification et finalement de se rendre compte que malgré les troubles, on peut mener une vie normale, avoir un métier et voire être brillant, populaire, adulé, star. Voilà.
Comment en parler justement ? Est-ce qu'il faut expliquer les termes déjà ? De quoi on parle quand on parle de santé mentale ? Il faut aussi rassurer, dire que c'est pas grave, qu'on peut être accompagné vers tel ou tel spécialiste. Comment s'y prendre ? Alors, c'est très important d'utiliser les bons mots parce que c'est là où commence la stigmatisation. Et c'est vrai qu'on a appris un peu dans le langage courant, on traite assez facilement son collègue ou son voisin ou l'élu d'autiste ou de schizophrène dès lors qu'effectivement il peut avoir quelquefois des propos un peu incohérents. Bon, là, c'est évidemment très stigmatisant pour les personnes qui souffrent de ces pathologies parce que c'est pas toujours très représentatif. Ensuite, c'est important de donner de l'espoir. Et effectivement, ces pathologies sont graves, puisqu'elles ne se guérissent pas. Ce sont des maladies chroniques. Il va falloir vivre avec tout au long de sa vie. Mais pour autant, il faut donner de l'espoir et un rétablissement est possible. Des tas de solutions existent. La grande difficulté, c'est qu'elles sont difficilement repérables, difficilement lisibles et encore trop peu accessibles, car trop peu nombreuses. Alors justement, la semaine de l'information sur la santé mentale avait pour thème la santé mentale et l'environnement. Alors différents échelons de l'environnement, d'abord l'habitat, puis la ville dans laquelle on vit, et puis plus largement notre planète. À quel point l'environnement dans lequel qu'on vit, on évolue, a-t-il des conséquences sur la vie des personnes, sur la santé mentale des personnes ? Alors, il y a de plus en plus d'études qui mettent en évidence le lien et l'impact que peut avoir l'environnement sur la santé mentale. Si on prend le sujet de l'habitat, qui est un sujet qui nous tient à cœur, nous, à l'œuvre Falleret, parce que c'est un pilier du rétablissement en santé mentale précisément, parce que finalement, le logement, c'est pas seulement un toit et des murs, c'est vraiment un lieu de sécurité, un lieu d'intimité, dans lequel on va pouvoir se projeter, y mettre son aménagement, sa décoration. C'est un lieu de convivialité dans lequel on va pouvoir recevoir ses amis. C'est vraiment beaucoup plus qu'un toit et des murs. Donc la question du logement, il est assez en nombre insuffisant. Ça, c'est le premier point. Il faut savoir que les personnes qui... C'est des logements adaptés, justement. Par exemple, comment à l'œuvre Falleret, ça se traduit ? Qu'est-ce que vous mettez en place pour que le logement soit plus adapté à ces personnes ? Alors, c'est vrai que habiter lorsqu'on a des troubles de santé mentale peut assez vite devenir complexe et nécessiter un accompagnement. Donc, ce que nous essayons de développer, c'est une offre de logement de droit commun. C'est-à-dire que nous portons la location et nous faisons de l'intermédiation locative. C'est un peu technique, mais disons que nous soulons des locaux que nous arrivons à capter auprès des bailleurs sociaux, que je profite pour remercier là ce matin, et qui nous permettent, qui permettent à ces personnes d'accéder au logement, en sachant que très souvent, ces personnes vivent grâce à la location adulte handicapée, et que le reste à vivre une fois qu'elles ont payé leur logement est assez faible. Et ça, c'est une vraie problématique, et particulièrement dans cette période où, effectivement, l'inflation, les prix augmentent et ça devient de plus en plus difficile. Donc, on essaye, nous, de maintenir un accès au logement à un prix vraiment le plus bas possible pour que le reste à vivre, parce que c'est vrai que l'habitat inclusif et l'accès à un logement en milieu ordinaire, c'est souhaitable, mais c'est souhaitable à partir du moment où on a réellement les moyens d'avoir une vie sociale et de pouvoir habiter, se nourrir et se loger dignement. Il y a aussi l'environnement au sens plus large, aussi au niveau de la ville. Comment les villes, les communes peuvent s'adapter pour que ce soit plus agréable, plus facile à vivre pour les personnes qui souffrent de santé mentale, qui souffrent de troubles mentaux ? Alors, c'est une question déjà de qualité des logements. J'y reviens un tout petit peu, mais c'est la qualité en termes d'isolation sonore, en termes d'isolation thermique, tous ces irritants du quotidien qui peuvent finalement venir aggraver aussi les troubles et renforcer le sentiment de mal-être. Et puis ensuite, c'est l'environnement visuel, c'est-à-dire qu'on sait bien que les espaces verts
verts, des vitrines ouvertes, des immeubles bien entretenus sont plutôt des éléments plutôt favorables finalement pour le sentiment de bien-être. Alors c'est vrai pour tout le monde, pour la population générale, et évidemment ça influence particulièrement les personnes qui vivent avec des troubles. Et il y a enfin ce dernier échelon, celui de l'environnement au sens de l'environnement, le dérèglement climatique, la planète. On a beaucoup parlé sur RCF déjà d'éco-anxiété. C'est ce phénomène qui angoisse les personnes justement à l'idée en se projetant sur cette crise climatique. Là aussi, vous le constatez ? Bien sûr. Alors déjà, il y a l'effet anxiogène qui, de fait d'entendre en permanence ces prévisions qui sont quand même alarmistes, mais néanmoins légitimes. Et on peut les constater vraiment au jour le jour. On a vu l'été extrêmement chaud, la sécheresse, les intempéries, etc. Tout ça vient renforcer cette anxiété. C'est vrai qu'on voit ce phénomène d'éco-anxiété émerger, particulièrement chez les jeunes. Et là, évidemment, on se rend compte à quel point on peut être sensible à l'environnement. Alors, c'est un réveil des consciences. C'est une bonne chose, mais effectivement ça renforce ce sentiment d'angoisse, sentiment d'impuissance, un avenir incertain qui peut, dans cette période où on accumule en fait les crises successives, venir chez certains jeunes peut-être plus fragiles, vraiment à des troubles de santé mentale importants. Je voudrais en revenir à votre méthode. Vous avez une méthode bien à vous, une sorte de pas de côté. Vous prenez l'écoute, un accompagnement assez individualisé. Comment ça se passe justement, pour vous, à l'œuvre Falleret, dans l'accompagnement de ces personnes ? Alors, c'est vrai qu'à l'œuvre Falleret, nous avons une approche globale de la personne, une approche par les droits finalement de la personne, puisqu'on est là pour la soutenir dans son parcours. On se met finalement au service de la personne pour qu'elle puisse se réaliser dans son parcours de vie, accéder à ses droits, avoir une vie de citoyen avec un exercice de la citoyenneté réelle et on est là pour la soutenir et l'accompagner dans son parcours de rétablissement, sachant que ça ne se décrète pas et que le rétablissement est quelque chose de très intime, c'est une démarche personnelle, mais en tout cas, elle peut être soutenue par l'environnement, les proches, les soignants, et on est là vraiment pour soutenir cela. Alors, on a évidemment, pour ce faire, toute une palette d'offres, d'établissements et de services spécialisés, des dispositifs innovants, et dans la droite ligne de notre fondateur, le docteur Jean-Pierre Falleret, il y a pratiquement 2 siècles aujourd'hui, on essaye en permanence d'innover, de rester ancré dans notre époque, d'être à l'écoute des aspirations des personnes qui vivent avec un trouble de santé mentale pour essayer d'imaginer des solutions qui soient aujourd'hui bien sûr plus inclusives, mais plus en adéquation avec les attentes des personnes. C'est aussi une coopération plus globale qu'il faut. Justement, qu'est-ce que vous préconisez, que ce soit au niveau de l'État, au niveau des collectivités territoriales ? Comment faire pour que tout se mêle ensemble, faire coopération pour que les personnes justement qui souffrent de troubles psychiques vivent mieux ? Alors, vous savez, l'humain est complexe et on a toutes sortes de besoins. Et Falleret a beau avoir une offre assez large, elle ne peut pas être suffisante finalement. Et donc on a, et c'est une chance, cette culture depuis toujours de la coopération. D'abord parce que nos origines avec le docteur Falleret nous a offert des liens étroits avec la psychiatrie qu'on entretient, parce qu'on a besoin de lieux de soins, bien sûr, mais on a besoin de toutes sortes d'autres acteurs. Et c'est vrai que ce qu'on peut reprocher peut-être, c'est que on est très souvent trop éloigné de la décision. Finalement, on a les grandes lois qui arrivent toujours presque trop tard, avec 2 ans de retard par rapport à l'évolution que l'on repère sur la société, dans la société. Et donc, effectivement, peut-être repenser l'échelle des territoires, l'échelle où se prennent les décisions, peut-être
travailler davantage à l'échelle d'un bassin de vie sur des coopérations plus larges entre acteurs, de manière à être beaucoup plus réactif et beaucoup plus pertinent. Eh bien, merci beaucoup. Merci Sandrine Broutin, directrice générale de l'œuvre Falleret. Puis je rappelle aussi que vous êtes chroniqueuse pour RCF. On peut retrouver tout ce que vous faites sur notre site internet rcf.fr. Merci beaucoup. Merci.